Mais le truc, c'est que toutes ces réponses-là sont quand même intéressantes. Elles sont quand même un peu... elles nous mènent quelque part, mais on ne peut pas s'y arrêter. Parce que prises individuellement, en fait, elles ne nous apportent pas de réponse claire. Donc, si on revient, en fait, à la définition du bon vieux Larousse que j'ai utilisé tout à l'heure, en fait, on voit qu'on a un élément, en fait, qu'on n'a pas encore approché. Quand on parle de communauté, en fait, donc dans ce cas-ci, les communautés noires et créoles du sud des États-Unis, là, on est vraiment dans les tout débuts du jazz, dans la genèse. Mais la notion de communauté, en fait, est vraiment intéressante. Donc, comme on va le voir, en fait, prochainement. Étudier le jazz à travers son organisation sociale nous renseigne vraiment autrement, en fait, et nous fait, au fond, on envisage le jazz à travers toute une structure sociale, en fait, qui se déploie indépendamment des États, en fait, ou des langues ou des cultures. Le jazz trouve sa place dans des communautés, dans des régions urbaines et s'adapte, en fait. Donc, c'est pour ça que la notion, à mon avis, ici j'ai écrit « Penser le jazz en tant que communauté d'individus prenant part à la production, à la diffusion et à la conservation d'œuvres musicales ». Ça, on parle évidemment, comme on l'a vu, donc autant aux États-Unis, mais là, ça s'est rendu à Paris. On est rendu même au Japon, on est rendu en Afrique. On a des communautés, en fait, qui se développent dans des zones densément peuplées et qui adoptent, en fait, des caractéristiques qui sont propres et qui distinguent. On est vraiment capable de distinguer des courants, en fait, dépendamment de la géographie de la musique, donc. Et si on ajoute à ça les vagues successives d'immigration qui ont eu lieu donc à partir du début du 20e, on a une population qui plus que double, en fait, en 40 ans à Montréal. Donc, c'est vraiment une ville qui est en plein essor à cette époque-là. On a la communauté italienne, j'ai mis une petite photo. Donc, c'est une liste qui n'est pas par ordre d'importance. J'ai vraiment jeté tout ça, en fait. Ça, c'est tout des flux, en fait, qui ont traversé le Québec dans la première moitié du 20e. Donc, c'est sûr qu'on voit d'emblée que c'est vraiment juste, surtout les pays d'Europe, donc qui sont concernés. Mais il y a quand même quelques-uns. On a des gens qui viennent du sud, donc, et surtout d'Europe. Donc, voilà. Développement industriel, Montréal est en plein essor. En fait, il y a vraiment une diversification des industries. Donc, on voit le textile, fabrique de chaussures, vêtements, alimentation, construction navale, même tout ça sur le long du canal de la Chine, en fait. Transformation d'acier, parce que dans l'ouest du Canada, en fait, il y a le chemin de fer qui se développe. Et qui dit chemin de fer qui se développe, dit, on va dire ça gentiment, développement de nouveaux territoires, de nouvelles communautés, de nouvelles villes. C'est un peu le Far West, mais au Canada, donc. Et tout ce monde-là, en fait, a besoin de vêtements, de nourriture et d'acier. Donc, Montréal, en fait, il devient rapidement, à cette époque-là, une des premières villes du Canada, en fait, en termes de production, en fait, et pour son secteur industriel qui est particulièrement vivace à l'époque. Mais ce sur quoi on va s'attarder dans le cadre de cette présentation, c'est l'âge d'or des cabarets qui vient avec, en fait. Montréal est une ville, ça paraît peut-être plus aujourd'hui, mais qui, dans la première moitié du 20e, était excessivement olé olé. En Amérique du Nord, du moins, il y avait une faune, dans le fond, qui se déplaçait vers Montréal. Je vais l'aborder dans quelques instants parce qu'il y avait un contexte socio-économique particulièrement propice, dans le fond, à l'émergence de toute cette industrie, donc l'industrie du show business en général. Donc, on a ici donc, le Rockheads, qui est un club de jazz vraiment connu à l'époque. On a quelques effeuilleuses en bas. On a un groupe au Café Saint-Michel, qui lui aussi est un autre haut lieu du jazz. Sinon, on a Chez Paré, je ne sais pas si... C'est quelle année? C'est les années 40, les années 60, c'est quoi l'âge d'or? L'âge d'or du jazz, généralement, les gens s'arrêtent sur les années 40. Puis après ça, en fait,
je viendrai tout à l'heure, mais à partir des années 50, ça commence à décliner un peu. Des années 20 aux années 40, c'est quand même bien aussi. Je veux dire, il y a comme une stabilité. Non, au contraire, en fait, à Montréal. Je veux dire, l'industrie du showbiz traverse cette période-là sans aucun encombre, en fait. Et oui, donc chez Paré, qui est aujourd'hui rendu un club de danseuses, mais qui à l'époque était, encore une fois, une institution vraiment connue, en fait. Et il y a plein de jazzmen qui sont passés là. Je parlais un peu tout à l'heure des conditions qui font que beaucoup de clubs très, très courus à l'époque sont aujourd'hui devenus des clubs de danseuses. Il y a un contexte, en fait, qui mène à ça aussi. Aux États-Unis, juste un peu au sud, nécessaire d'aborder aussi pour comprendre vraiment pourquoi ça marche si bien à Montréal, prohibition, votée en 1920 par le Congrès des États-Unis. Donc, au fond, ça stipule qu'il n'y a pas d'alcool qui est, comme c'est mentionné, du tout produit, vendu, exporté. Et jusqu'en 1933, donc ça fait vraiment un gros vide, en fait. Toutes les capitales d'entertainment, en fait, donc directement au sud de la frontière, sont vraiment, en fait, asphyxiées par ces lois-là. Et les gens se tournent vers Montréal, évidemment. Comme je dis, c'est ça, l'industrie du show business est durement touchée. Il y a également la ségrégation, en fait, aux États-Unis, évidemment, qui incite, en fait, je dis à immigrer, mais il y a beaucoup de va-et-vient aussi, qu'on parle plus spécifiquement des musiciens qui restent, en fait, historiquement américains, mais qui vont se produire très, très souvent à Montréal, en fait, parce que les conditions, ils sont vraiment favorables. Et dans le reste du Canada, c'est la même chose, mais cette fois depuis 1898, donc un peu avant. Donc, on a depuis le gouvernement fédéral de Wilfrid Laurier, c'est une loi similaire, dans le fond, ça s'appelle le plébiscite canadien sur la prohibition de l'alcool, mais grosso modo, c'est exactement la même chose. Donc, une interdiction de production, de vente, d'exportation, d'importation et tout. La seule différence, c'est que la loi, sur le coup, était conditionnelle au vote des gouvernements provinciaux, mais la majorité des provinces sont quand même adoptées. J'ai fait quelques recherches là-dessus et en fait, le reste du Canada était à majorité protestante à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque, ça l'était. Alors qu'à Montréal, on est catho et on boit. En fait, on échappe, on est un des seuls centres urbains, en fait, au Canada à l'époque à échapper à ça. Et ça serait expliqué, en fait, par une population à forte majorité catholique qui est un peu plus frivole que les protestants, donc. Et en fait, on a échappé à ça, ce qui donne le contexte idéal, en fait. On a comme une espèce d'exclusivité sur le contexte du showbiz, donc c'est une industrie qui se développe très, très, très rapidement. Donc, apparition de nombreuses institutions, nightclubs, cabarets et salles de spectacle. Il y a évidemment de la contrebande, parce qu'ici, on a le droit de le faire, là-bas non. Donc, il y a des va-et-vient, en fait, qui apparaissent petit à petit. Et qui dit alcool, je fais vraiment le lien logique vers les choses. Montréal va devenir une capitale du vice, et généralement, il y a une espèce de triumvirat là, dans ces situations-là. Donc, on a de l'alcool. Qu'est-ce qu'on fait quand on boit? On a envie de jouer, donc là, on a apparition de maisons de jeu, en fait. Oui, ça devient très, très actif à Montréal. On devient même une capitale, encore une fois, du jeu illégal, surtout avec les courses de chevaux. Et la prostitution, of course, qui complète le tout. Et pour organiser tout ça, le crime organisé, donc qui finit par avoir la mainmise, en fait, sur toutes les facettes de ce milieu-là. Voilà, voilà. Donc, on a ici, j'ai compilé quelques photos, en fait. On a en haut à gauche, je ne sais pas d'où ça vient, en fait, de quel cabaret à Montréal, mais ça donne un peu le ton, en fait, de ce qui se passait dans les cabarets. C'était très frivole. On a juste à droite, ça a l'air tout à fait anodin, mais c'est une maison close, en fait. Donc, lieu où les péripatéticiennes travaillaient. Ensuite, on a une maison de jeu
en bas à gauche. Et on a, là, j'ai pas accès à mes notes, donc j'ai pas son nom. Mais c'est la dame qu'on voit ici, la sympathique, c'est une proxénète à l'époque, très influente, on va dire. Voilà. Lucie, je pense que c'est Lucie quelque chose, je ne me rappelle plus. Et on a une autre maison de jeu, en fait, à droite. Et au milieu, c'est lui aussi, j'ai pas mes notes, donc je me souviens plus de son nom, mais c'est un gangster assez connu à Montréal aussi. Donc, c'est juste pour donner le ton un peu quand on parle de crime organisé. Ça inclut, dans le fond, toutes ces activités-là également. Donc, si on essaye de reconstituer tout ça, en fait, et de voir un peu ce qui se passe, on voit que le crime organisé a la main mise sur toutes ces activités, donc les maisons closes, donc la prostitution, les speakeasies, qui sont des espèces de bars illégaux dans lesquels les gens peuvent boire de l'alcool frelaté ou illégal, en fait, à la vente. Les maisons de jeu. Ils ont le monopole sur la vente des drogues et, encore une fois, de l'alcool illicite. Et aussi, tout ce qui est nightclub et cabaret, ça appartient généralement au crime organisé. Mais en soi, ça prend d'autres conditions nécessaires pour que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait une collusion avec les forces de l'ordre parce qu'il faut qu'ils s'assurent, dans le fond, de passer un peu sous le radar des autorités. Donc, très vite, en fait, ils s'acoquinent avec le service de police de la Ville de Montréal. Mais là encore, ça ne suffit pas. Ils s'acoquinent avec les journalistes aussi. En fait, l'histoire derrière ça, c'est qu'ils organisaient des fausses descentes de police, en fait, juste pour illustrer un peu le schéma ici. Quand ça devenait un peu trop lourd à porter aux yeux de l'opinion publique, ils organisaient des fausses descentes, c'est-à-dire qu'ils allaient dans disons, des établissements soit de jeu, soit de prostitution. Ils s'arrangeaient pour que ça fasse le moins mal possible à leur économie. Et ils venaient venir les journalistes pour que ça soit couvert, en fait, par les médias, pour, dans le fond, annoncer aux gens que voici tout ça. Je veux dire, il y a quand même un semblant de justice, même si, dans le fond, tout ça était arrangé. Mais ça ne fonctionnerait quand même pas sans l'apport de l'administration municipale, qui était, elle aussi, très impliquée dans tout ce stratagème-là, en fait. On ne dira pas l'administration complète, mais des gens bien placés, en fait, étaient eux aussi impliqués dans les stratagèmes de collusion à Montréal. Donc, on voit que ça ne date pas d'hier à Montréal. En fait, c'était bien pire avant. Oui, mais bon, c'est quelque chose qui s'est tiré un peu dans le temps. Et les musiciens de jazz dans tout ça, ils étaient où? Ils étaient dans ces petits-là. Donc, en fait, le but de tout ça, c'est pour illustrer à quel point, pour que les musiciens de jazz ici puissent travailler, en fait, et avoir des occasions de se produire, ils bénéficient de tout ce système-là, en fait, qui est en place, une machine bien huilée à cette époque-là, et qui leur permet donc de se produire, d'obtenir des occasions de concert, et tout simplement de manger à leur faim, quoi, tout simplement. Maintenant, on parle d'âge d'or du jazz, j'avais pensé vous présenter quelques pièces de musiciens bien connus. J'ai décidé de ne pas trop en mettre, mais seulement me concentrer sur les plus connus parce que c'est quand même des pièces assez longues. Donc, on a évidemment Oscar Peterson, qui est notre Monsieur Jazz à Montréal. Je vais vous mettre ça à l'instant, mais je pense que c'est ça. Bien, c'est pas plus grave, en fait. Je veux tout simplement vous parler des musiciens un peu, vous faire un bref portrait. En fait, j'en ai pas présenté beaucoup, mais Oscar Peterson, comme je disais, qui est le monument du jazz à Montréal, donc qui a remporté vraiment maintes distinctions. Je pense qu'il est rendu à 7 Grammy. C'est vraiment le visage du jazz à Montréal, en fait. Et je vous avais présenté, en fait, Georgia and My Mind, qui est encore une fois un standard vraiment connu, qui exécute avec brio. Là, il est décédé? Oui. C'est qui le remplace? Il y en a un autre qui est très... Il y a Oliver Jones. Je viens après, en fait. Voilà, j'allais vous faire écouter une pièce en tandem avec Charles Biddle, qui est un contrebassiste, en fait, qui, à la base, n'est pas montréalais, mais qui est arrivé dans les années 40, si je me souviens bien. Il a fondé un club de jazz, d'ailleurs, qui a beaucoup marché à l'époque, le Black Bottom. Et bon, il s'est produit avec les musiciens locaux. Il a fait vraiment une carrière intéressante. Son fils aussi, d'ailleurs, qui fait de la musique et
fonctionne bien aussi. C'est Charles Beddoes Jr., je ne sais pas si vous le connaissez, mais voilà. Sinon, Oliver Jones. Voilà, j'avais une vidéo, mais là, sans son, c'est pas terrible. Donc, oui, un très, très proche d'Oscar Peterson, en fait, qui ont une petite différence d'âge. Et c'est aussi un musicien là, super emblématique de Montréal, donc c'est vraiment le... Je m'excuse, je veux juste... Ouais. Parce que j'ai vu tantôt Delphine. Voilà, donc tout ça pour en venir. Maintenant qu'on a établi le contexte, je vais m'attarder en fait à la notion de communauté qui est plutôt centrale, en fait vraiment centrale à mon énoncé. Donc c'est vraiment le côté social, en fait, la constitution de ces communautés-là au regard des phénomènes sociaux, en fait, qui les lient. Donc, on a une petite définition ici que, dans le fond, j'ai sortie, qui peut nous aider, en fait, à construire un premier prototype de cartographie de la scène jazz de Montréal, en fait. Je ne l'ai pas traduit parce que, normalement, j'allais vous le traduire dans les notes, mais là, les notes n'apparaissent pas. Donc, je vais vous le traduire, finalement. Dans le fond, une communauté pleinement constituée comporte, en fait, et représente, en fait, un schème, donc un système qui régit en fait les interactions sociales dans un même groupe. C'est-à-dire que ce même groupe, dans le fond, grâce à cette communauté est en mesure de répondre en fait à ses besoins quotidiens en termes, dans le fond, de ses besoins de vie autant professionnels que relationnels en fait. Donc, comment on peut se servir de ces définitions pour parler du jazz à Montréal? Donc, premièrement, on a des individus, dans ce cas-ci, des musiciens, qu'on va regrouper, disons, en deux groupes distincts. Donc, on aurait, disons, pour les besoins de la cause, on a des musiciens et, disons, des membres du crime organisé. Donc, ça rentre la chose assez... Donc, on a des interactions, of course, entre les deux groupes, donc qui nous permet de comprendre comment les uns font pour travailler avec les autres. Mais au sein même de ces deux groupes, on a un ensemble d'interactions qui fait que ces deux systèmes, en fait, tiennent et sont autosuffisants, même en étant en relation avec le deuxième groupe. Et si on prend le tout, on a une communauté. Donc ici, on a juste deux, mais il pourrait y en avoir plusieurs, en fait, même en relation avec elles-mêmes. Ça reste une définition assez succincte de ce qui se passe, sur ce qu'on a vu. On a parlé de crime organisé, de police, de journalistes, de tenanciers de bar. C'est encore assez simpliste comme modèle. Donc, si on part de cette même, disons, juste pour se rafraîchir la mémoire, de ce schéma-là, où est-ce qu'on met l'immigration dans tout ça, en fait? C'est une bonne question. Et j'en ai pas encore parlé, mais j'y viens. C'est pourquoi je vais invoquer mon cher Howard S. Becker, qui est un sociologue que j'ai beaucoup aimé, en fait, pendant mes études, qui est très, très facile à utiliser, entre guillemets. Notamment, il a fait deux ouvrages phares, en fait, que je recommande à tous ceux que ça intéresse. Donc, premièrement, la sociologie des déviances, qui est son premier ouvrage phare, et le second que j'ai ici, qui est les mondes de l'art, en fait, que je vais utiliser dans le cadre de cette présentation pour essayer de vraiment illustrer et mettre en relief, dans le fond, les différentes forces, les acteurs et tous les phénomènes sociaux, dans le fond, au sein de ces groupes, pour vraiment avoir une idée très, très claire de ce qui se passe. Donc, petite présentation brève, on a un sociologue américain qui est né à Chicago et qui adhère à l'école de Chicago. C'est lui-même un musicien de jazz, ce qui rend, en fait, qui va teinter, en fait, toute son approche après son étude de terrain. C'est-à-dire qu'il va être adepte de l'observation participante. Ça veut dire que pour mener ses recherches, en fait, il va se mêler au groupe
qu'il va étudier, il va prendre part à leurs activités et ainsi pour avoir un regard vraiment différent de s'il était simplement, qu'il y avait une vision d'observateur extérieur dans le fond. Donc en participant, ça lui permet d'avoir un regard vraiment intéressant en fait sur ce qu'il va faire et je vais vous le... Ah ben voilà, j'avais mis une petite photo. Mais les mondes de l'art, en fait, c'est un modèle théorique dont je vais me servir à l'instant pour développer, en fait, le petit schéma que je vous ai montré, puis arriver à quelque chose de plus concret. Donc, première édition parue en 1982. Vraiment, le cœur de son propos dans son ouvrage, c'est qu'il va voir, en fait, la production de toute œuvre, peu importe le médium, peu importe la discipline, comme la résultante d'une chaîne de coopération qui mobilise ce qu'il appelle des acteurs. Dans le fond, c'est les individus qu'on voyait tout à l'heure, qui sont un peu éparpillés partout, sans les hiérarchiser, c'est-à-dire qu'ils sont tous importants et ils ont tous une incidence sur ce que l'œuvre est finalement en définitive. Donc, pour lui, chacun de ces acteurs qui fait partie de la chaîne de coopération adhère dans le fond, possède ou fait preuve de faisceaux de tâches, en fait, qui sont l'ensemble des activités pour lesquelles ils sont formés, en fait, et qui exercent au sein de cette chaîne de coopération plutôt. Donc, ça couvre vraiment le tout début de la chaîne de production. Donc là, on va parler de la conception, l'exécution, jusqu'à la fin, après même la diffusion, donc la critique. Donc, toutes ces parties-là font partie d'une même chaîne qui, finalement, donne ses caractéristiques à l'œuvre finale, donc au produit fini. Donc si encore une fois, on reprend ce schéma juste pour ne pas le perdre de vue parce qu'il va se transformer assez drastiquement et qu'on se met à adopter ce modèle, on a premièrement les acteurs impliqués. Donc on les retrouve ici, auxquels j'ai ajouté donc les musiciens de jazz et le public aussi, qui était pas compris en fait dans le premier schéma. Et ce qu'il appelle aussi le personnel de soutien. Donc ça va vraiment élargir. Le personnel de soutien, c'est autant les gens qui vont vendre les trompettes, qui vont déchirer les billets à la porte, donc qui participent quand même à ce milieu. Ensuite, on a les institutions, donc où a lieu, où ça se passe en fait. Donc, encore une fois, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Et là, ce que je rajoute, dans le fond, c'est les phénomènes sociaux propres à ce monde. Donc, l'acquisition de compétences, premièrement, dans le fond, c'est juste tout simplement, ça veut dire comment est-ce que les musiciens se forment, comment est-ce qu'ils apprennent à improviser. On voit que dans ce cas-ci, les musiciens de jazz, en tout cas à l'époque, on est encore beaucoup dans la réalité, beaucoup dans la reproduction, en fait. Il n'y a pas de programme de jazz dans les universités. On apprend sur le temps, en fait, en écoutant les autres. Donc, si on regarde, en fait, le modèle qu'on a ici, on voit que l'acquisition des compétences se fait dans un modèle très, très particulier qui est propre au jazz. Professionnalisation, c'est la même chose. Dans le fond, c'est comment passer de musicien amateur à musicien professionnel, tout simplement. Dans ce cas-ci, dans le jazz, il n'y a pas de diplôme, encore une fois. Je veux dire, on a une reconnaissance de nos pairs qui se base sur plusieurs facteurs, en fait, notamment le style musical, parce que contrairement à l'idée qu'on se fait, les musiciens de jazz ne faisaient pas juste du jazz et même généralement faisaient moins de jazz que le reste. C'était surtout de la musique en fait pour accompagner les soirées dansantes ou les événements spéciaux. Donc en fait, les musiciens qui étaient perçus comme étant au bas de l'échelle étaient ceux qui vivaient principalement de ces contrats donc commerciaux et qui faisaient moins de jazz, qui allaient moins dans les jam sessions et qui étaient plus confortables, mais c'était pas des héros, en fait, à leurs yeux. Et donc, ça rejoint encore l'acquisition du statut social, donc la reconnaissance par les pairs aussi, qui était très, très particulière dans le jazz. Les musiciens de jazz sont connus pour être des drôles de bébites, en général, surtout à cette époque-là. Dans certains cas, ils considèrent leur public avec un certain dédain. Pour eux, c'est des gens qui ne connaissent pas ce qu'ils font. Eux, ils sont dans l'art au-dessus du monde. Donc, ils cherchent vraiment la reconnaissance de par leur père, en fait. Donc, c'est un autre musicien qui va, dans le fond, offrir
un statut de musicien à un autre musicien. Donc, ce n'est pas le public, parce que le public ne connaît rien de toute façon. Le langage commun, donc, pour que ces musiciens-là puissent donc, acquérir des compétences, entre autres, il faut qu'ils partagent un langage commun. Donc, on parle de toutes les bases du matériau musical, en fait, mais aussi tout le langage, en fait, tout le slang qui est associé au jazz, donc les termes en vernaculaire. Ça englobe vraiment tous les aspects de la communication entre les musiciens. Et troisièmement, la création de fratries, en fait. Les historiens du jazz appellent ça des fratries, mais c'est tout simplement des communautés de jazz professionnelles, c'est-à-dire jouer avec telle personne, on se connaît bien, on va se rappeler, puis on va jouer ensemble plus tard. Donc, on se fait des groupes, des gangs, en fait, de musiciens. Et donc, tout ça s'effectue sur un mode très particulier qui est vraiment propre à la communauté du jazz à Montréal. Ce qui m'amène à la fin, en fait, de mon énoncé principal, qui est que tous les indicateurs qu'on a vus jusqu'à maintenant sont ni faux ni vrais, mais ils peuvent tous nous renseigner, en fait, sur ce qui se passe. Et au regard, en fait, de cette chaîne, en fait, de coopération, tout ça prend son sens, en fait, et on replace les individus dans leur milieu. Et l'immigration dans tout ça, c'est que, dans le fond, c'est peut-être pas tout à fait approprié de parler d'immigration dans le cas du jazz, parce que c'est une musique qui émigre dans tous les cas, en fait. Elle est passée des États-Unis, au Canada, en Europe, et c'est vraiment diffusé dans tout le monde. Et elle-même, en fait, c'est vraiment une musique plus de rencontre, je dirais, que d'immigration. Fait que dans ce cas-ci, c'est vraiment le mouvement, en fait, qui caractérise, et les rencontres et les déplacements de musiciens vers d'autres lieux, en fait, qui vont se joindre à ces mêmes communautés et qui vont modifier légèrement, en fait, la chaîne de coopération qu'on a regardée jusqu'à présent, et qui vont vraiment voir, ça ne peut pas faire autrement que de faire avancer le jazz. Et le jazz est un genre musical, je veux dire, qui, en fait, perpétuellement, je veux dire, on n'est pas arrivé aujourd'hui, on n'y arrivera pas dans 50 ans, je pense, vraiment à le définir. Et c'est vraiment, à mon avis en tout cas, c'est prometteur de vraiment regarder comment il se reconfigure au fil du temps pour vraiment cerner, en fait, où il s'en va, quel chemin il a pris et d'où il vient, tout simplement, pour pouvoir essayer de créer une histoire qui tient compte, en fait, de ces phénomènes sociaux. Donc, c'est ma thèse. Voilà tout. J'ai compilé une petite bibliographie, en fait, sur laquelle je me suis adopté, donc je me suis reposé plutôt. Si jamais il y a des amateurs de jazz à Montréal, celui-ci, c'est un must. En fait, c'est non seulement un must, c'est le seul qui a été fait sur la chose, à part celui de Stanley Péan, qui est beaucoup moins exhaustif que celui-ci. C'est vraiment un must. Et ben voilà, je voulais vous remercier et je m'attends à des questions.